Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Fénoz, une artiste d'origine africaine, une chanteuse qui vient nous parler de santé mentale en Afrique et de différents sujets un peu plus controversés comme l'excision. Alors on aura Fénoz dans quelques minutes avec nous. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet « Pourquoi c'est si difficile de se parler ?» Notre collaborateur Jean-François Plouffe, en début de deuxième demi, viendra nous présenter son sujet « Alternative de garde en établissement en santé mentale ». Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Peter Peter et la chanson s'intitule Love Game. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui traite de santé mentale depuis plus de 25 ans. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Fénoz. Bonjour Fénoz, on te parle en fait de l'Allemagne. Tu es en Allemagne. Bonjour Yvan, oui exactement, je suis en Allemagne. C'est un plaisir pour moi d'être reçu à votre émission. Oui, c'est vraiment agréable. Fénoz, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu es originaire du Burkina Faso. Donc tu vis maintenant à Mannheim en Allemagne. Et pourquoi on t'invite? En fait, je pense qu'il y a un vécu assez important que ton vécu est très important au niveau de la santé, au niveau de la condition féminine, au niveau de l'Afrique, principalement sur certains points précis. Mais d'abord, Fénoz, est-ce que ça signifie quelque chose? C'est ton nom d'artiste, finalement, comme chanteuse? Hein? Oui, c'est mon nom d'artiste. Ça signifie quelque chose... Disons, ça veut dire que c'est une fée, en fait, que je crois en une bonne fée, d'où l'écriture qui commence comme une fée, qui me donne en fait une force phénoménale, donc le NO, il vient de phénomène, qui puisse faire de moi une personne qui avancerait bien dans le milieu artistique. Donc le SE, c'est juste pour marquer la féminité. Donc voilà ce qui donne Fénoz. Voilà, ben, c'est original, ça fait quand même plusieurs années que tu composes, que tu interprètes des chansons. Il y a plusieurs chansons. On va en entendre une d'ailleurs après notre entretien qui est Excision. Commençons donc avec ça justement. L'excision, c'est une pratique barbare que je trouve aussi. Je pense que c'est la même chose pour toi. Peux-tu nous parler un petit peu comment ça se passe? Est-ce que ça se fait encore en Afrique actuellement? L'excision, ça a lieu sur le continent africain autant que sur le continent asiatique. Et bon, c'est vrai que les lumières sont beaucoup plus posées sur le continent africain que sur d'autres continents. Et parlons particulièrement du Burkina Faso, oui, où l'excision se pratique malheureusement toujours. Bien vrai que le gouvernement est opposé fortement à la pratique de l'excision et la pratique de l'excision est passible de peine d'emprisonnement. Et moi, en fait, je suis très engagée sur le sujet de l'excision parce que je suis moi-même victime de cette pratique barbare. Oui. Et bon, je tiens toujours à préciser que ce sont pas mes parents qui m'ont fait faire subir cela, mais plutôt des personnes de la famille qui ont jugé que c'était un devoir de me faire exciser. Oui. Quand je suis partie en vacances au village. Donc, c'est toujours bien de situer ça dans le temps pour qu'on n'accuse pas directement les parents parce que les parents ont été tout autant victimes que moi. Mais Fénoz, comment on se sent comme petite fille? Tu étais jeune à cette époque-là. Ça fait quoi? Ça? C'est dramatique, là, je veux dire, c'est violent, c'est barbare. Je dirais que il n'y a même pas de mots pour décrire cela parce que moi j'ai subi cela quand j'avais 5 ans et quand j'essaie de repenser à cette scène, je la vois tellement horrible en fait et ça va. Je me rappelle toujours que j'ai eu cette sensation de mourir à petit feu parce que c'est fait dans des conditions sans anesthésie. C'est tellement barbare qu'on n'a pas de mots qui puissent décrire ça. Et puis après, on est content d'avoir survécu à cela parce que
ben voilà, parce que moi j'ai eu des grâces. Et donc, je suis contente d'être encore vivante pour pouvoir en parler et me battre fortement, voilà, donner ma voix tant que je peux pour que cette pratique cesse, parce que ça n'a pas lieu d'être. Oui, et mentalement, je pense que ça cause un problème parce que c'est un peu ça qu'on parle, dans le fond, quand on parle de un peu la situation de la femme, finalement, si on parle du Burkina Faso ou de d'autres pays africains, c'est pas évident, c'est pas facile comme situation. Ouais, Ivan, je peux te dire que mentalement, maintenant, je peux même t'expliquer assez clairement ce que ça fait, parce que moi, ça fait 2 ans, oui, ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas, que j'ai fait une opération. En fait, on dit littéralement l'opération de la réparation des séquelles de l'excision, ou disons essayer de replacer, refaire remonter le clitoris, parce que le clitoris il est aussi à l'intérieur, et via l'opération, on essaie de refaire remonter ça au fait à la surface. Bon, moi, avant de faire ça, c'est vrai que mentalement, j'avais toujours un problème, parce que je me sentais pas femme. Je me disais qu'il me manquait quelque chose que toutes les femmes avaient et que moi et dans ma manière de voir en fait l'image de la femme, moi je me sentais déjà un tic, un rabais en fait dans mon image de femme, dans mon image d'acceptation de soi-même, parce que ça fait que on n'arrive pas à s'aimer vraiment comme il faut. On a toujours des reproches qu'on se fait, mais après quand on y repense, c'est parce que quelque part on a subi une mutilation qui nous a enlevé quelque chose qui devrait nous appartenir, et donc à chaque fois on ne fait que repenser à ça, et puis on se sent, comment dirais-je, dans son estime à soi diminué, et vis-à-vis aussi de son homme, on se dit non, on n'a pas, on ne pourra pas satisfaire la personne telle qu'il faut, ou tout ça. Bon, on se fait tellement d'idées. Parfois qui n'ont pas lieu d'être, parce que on a toujours plusieurs problèmes qui peuvent s'associer à ça, mais c'est vraiment un fond de problème. Donc beaucoup de femmes n'en parlent pas puisque le sujet est tabou. Donc en plus de ça, on se sent meurtri dans l'âme, et on se fond dans un silence profond, puisqu'on n'en parle pas. Donc ça fait qu'on n'arrive pas à faire un travail psychologique là-dessus. Et si on prend globalement le continent africain, les psychologues ne sont pas vraiment consultés. Donc c'est-à-dire que si on voit dans chaque pays, il y a combien de femmes qui sont excisées, et personne ne va voir un psychologue, puisque dans le temps on se disait que c'était normal que ça se fasse. Donc on peut imaginer le dégât qu'il y a en fait psychologiquement dans la tête des personnes victimes de l'excision, et qui sont terrorisées en fait dans cette peur, dans ce silence, et qui vivent une vie triste en quelque sorte. Et moi en fait, quand j'ai fait le choix de faire cette opération, parce que aussi c'est toute une préparation psychologique, parce qu'on se dit qu'on va revivre en fait cette douleur en faisant ça, et puis on se demande, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc il y a plein de questions qu'on se pose, qui fait que il y en a qui ont tellement peur de l'après et d'être dessus, qu'elles préfèrent en fait ne pas s'aventurer. Et moi je me suis dit non, moi je veux le faire, et si ça existe, pourquoi pas. Oui, non, Fénose, je tiens absolument, le temps file, mais c'est fort intéressant, mais je tiens absolument aussi à mentionner, à aborder le sujet des albinos en Afrique particulièrement. Je pense qu'ils sont ce sont des gens qui sont très exclus, qui sont justement, les gens, bon, il y a même de la violence face à eux, ils sont malmenés, ils sont rejetés de la société, donc ça aussi c'est une cause qui vous tient à cœur.
Oui, exactement. Moi, en tant qu'Africaine, je me suis toujours dit que si j'ai la possibilité de porter ma voix pour les sans-voix, c'est c'est la moindre des choses que je puisse faire. Et ayant constaté le problème atroce, et disons même l'horreur en fait que subissent les personnes albinos dans certains pays africains. Parce que en fait, il y a des personnes qui pensent que le fait d'être albinos c'est anormal ou disons ces personnes portent en eux un certain pouvoir. Dans tous les cas, en fait, ils sont mal perçus ou c'est à leur désavantage parce que ils sont traqués. Les membres de leur corps en fait sont mutilés parce que certains marabouts disent pouvoir utiliser ça pour rendre une personne riche ou donner du pouvoir à certaines personnes. Donc, ce qui fait que parfois, pendant la période des élections électorales dans les pays africains, mais les albinos sont malheureusement traqués, assassinés et ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ben, bien vrai que c'est pas une généralité, c'est pas tous les Africains qui le font, mais en tant qu'Africaine, je me sens en fait obligée d'avoir en fait de donner ma voix au fait pour que les personnes albinos sachent que tous les noirs ne sont pas comme ça et j'ai vu que avec la chanson Albinos et ensuite en faisant un pas de l'avant, en créant mon association aussi dans ce sens, on a pu avec d'autres personnes rassembler des crèmes solaires parce que ces personnes ont besoin de protection, et surtout la peau, au fait, qui est très fragile, oui. Puisque voilà, c'est un problème de pigmentation. Et les albinos, la première chose dont ils meurent, c'est des cancers de peau. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se couvrir de crème solaire. Nous, personnes nord-américains, par exemple, on a l'habitude de mettre de la crème solaire là, quand on va au soleil, mais c'est vrai qu'en Afrique, les gens, absolument, n'ont pas besoin de l'en mettre. Voilà, exactement. Donc, en fait, même quand tu pars dans les pharmacies pour essayer d'en acheter, on n'en trouve pas dans les pharmacies parce que c'est pas, en fait, un besoin du marché africain. Oui. Et donc, voilà, donc ce qui fait que déjà, en fait, il faut savoir que les personnes albinos, en général, naissent dans des familles qui n'ont pas trop les moyens. Et donc, c'est pour dire que, alors, pour commander une crème solaire de l'extérieur qui coûte vraiment beaucoup d'argent, ils n'ont pas, en fait, les moyens de le faire. Donc, malheureusement, ces personnes se retrouvent en fait à subir en fait les dégâts du soleil sur leur peau et leur peau vieillit très vite et à un âge très jeune on les voit mourir de cancer et ça fait mal au cœur. Et donc c'est que l'appel que moi je fais toujours, c'est que toute personne qui a la possibilité d'offrir une crème solaire à une personne albinos, c'est une vie humaine de sauver. Et donc c'est dans cette mesure que voilà qu'il faut toujours inciter. Oui, les non, personnes effectivement. Oui, Phéno, ça passe extrêmement vite. Il va falloir venir en studio quand vous allez venir. Je sais qu'à l'occasion, vous venez au Québec, à Montréal. Ce serait bien de poursuivre ça parce que j'ai tellement de questions, même sur la santé mentale, à te poser. Mais j'aimerais qu'on mentionne absolument le site web sur lequel on peut découvrir tes chansons, on peut comprendre ce que tu fais. Donc, quel est-il, justement? Comment on peut avoir plus d'infos sur tout ce que tu fais? D'accord, c'est tout simplement aller taper www.feenose.com, ça c'est le site. Ouais. Et pour ceux qui sont actifs sur Facebook, ils ont qu'à taper Phénose et puis ils trouveront ma page d'artiste. Excellent. Je suis active et puis voilà. Donc, oui, merci. Je réponds aussi au message. Oui, merci beaucoup, Phénose, de l'Allemagne, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Tu es très sympathique, très gentille. Merci. Puis j'espère qu'on pourra se voir en personne, même dans nos studios. On pourra passer justement du temps pour pouvoir aborder d'autres sujets d'intérêt au niveau de la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Yvan. Ça sera avec plaisir de me retrouver dans les studios à Montréal. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, on va amorcer une question, en fait, que je t'avais suggérée, mais c'est intéressant qu'on puisse élaborer là-dessus. Tu as trouvé quand même de l'information pertinente. C'est pourquoi c'est si difficile de se parler. Oui. C'est une question insondable. Ah oui? C'est de trouver les causes. Oui, c'est trouver les causes. Oui, c'est ça. C'est un article, en fait, c'est une collaboration entre Mme Isabelle Taube, qui est journaliste française. C'est pas le premier article qu'on lit écrit de sa part, et une collaboration avec Mme Pascale Cinq, qui est journaliste et écrivain française. Oui, pourquoi c'est difficile de se parler, même entre les membres d'une même famille ou entre... collègues, les membres d'un même couple, peu importe la direction. On devrait aussi dire se parler et se connaître, parce que des fois, on peut se parler, mais pas connaître du tout l'autre. Oui. Ou se parler, quand on entend se parler, c'est pas juste dire des choses un peu ordinaires. Tu vas voir, c'est quand même intéressant. Madame Taube nous dit, on aimerait pouvoir le faire, on y arrive rarement. Parler vrai, surtout à ceux qui nous sont proches, est un exercice trop souvent voué à l'échec. Qu'est-ce qui nous empêche ainsi de dire clairement ce que nous ressentons? Par exemple, que tu es bête, maman. Ma langue a fourché, je voulais dire que tu es belle. Rien de tel que... lapsus. Rien de tel, justement, qu'un bon lapsus pour dire, sans en avoir l'air, une vérité indicible ou... indicible autrement. Si, à l'exemple du langage animal, la conversation humaine ne servait qu'à transmettre des informations, se parler vrai serait plus aisé. Or, la théorie psychanalytique révèle que la fonction de la parole est d'abord relationnelle. Elle sert à dire autant qu'à mentir ou à cacher. De plus, elle dépend étroitement de la nature et de la qualité des relations établies avec nos interlocuteurs, il va sans dire. Mm-hmm. Et en famille, en couple, c'est presque toujours l'ambivalence affective, faite simultanément d'amour et de haine, qui mène le jeu. S'il nous est si difficile de parler aux êtres qui nous sont proches, c'est donc toujours pour plusieurs raisons. Principal écueil, nous le savons depuis Freud, nous possédons tous une zone d'ombre qui échappe à notre contrôle, soit l'inconscient. Et cette force obscure tend à nous leurrer sur la cause réelle de nos agissements. Oui, mais est-ce que c'est toujours bon d'être transparent en tout temps et dire tout ce qui nous passe par la tête ou tout ce qu'on a fait dans la vie? Je te dirais non. C'est une petite question, là. J'ai pas de réponse. Non, moi, par expérience, je te dirais non, c'est pas toujours bon de dire ce qu'on pense. Une des difficultés quand tu es proche de quelqu'un, c'est que des fois, tu es trop dedans. Pour avoir un recul, c'est pour ça que moi, je trouve pour ça difficile des fois de parler à quelqu'un que tu es très proche. C'est plus facile quand tu as plus une distance ou tu as moins une relation proche. Hein. Oui. Ainsi, si j'abreuve d'injures mon amoureux ou mon amoureuse qui, à la dernière minute, m'a fait faux bond, j'essaie de justifier ma fureur par sa grossièreté. Par exemple, on ne t'a jamais appris à respecter tes engagements. À première vue, cette réaction est parfaitement rationnelle. Pourtant, le dialogue sera impossible car le véritable mobile de cet emportement est ailleurs, dans ma frustration, dans ce rendez-vous manqué qui me vexe et me heurte mon amour-propre. En fait, parler sert trop souvent à dissimuler l'essentiel. Lors de vacances en famille, par exemple, Elisabeth, 25 ans, présente sa nouvelle conquête, un homme de 60 ans, plus âgé même que son père. Stupeur dans toute la tribu qui, choquée, n'ose pas aborder le sujet susceptible de fâcher. On va donc parler de tout et de rien, soit des caprices, de la météo, etc. Si je parle, ça c'est le père qui se parle, lui il se pose la question, si je parle sincèrement à ma fille, ne vais-je pas faire intrusion dans sa vie privée? Le père est accablé de voir son enfant faire les yeux doux à un sexagénaire. Quand il s'agit, par peur de blesser ou d'être trop intrusif, de dissimuler nos véritables sentiments, parler à tort et à travers se révèle une voix plus sûre que le silence qui, lui, trahira notre véritable ressenti. Oui, puis il faut aussi dire dans la conversation, il y a toujours, comme dans ce cas-là, il y a toujours le choix de la personne. On a toujours
celui, dire, on peut le dire, mais ça appartient le choix, tu sais, à cette jeune fille-là, elle, son choix, c'est... Je peux comprendre le père qui est un peu... Mais ça reste, tu peux le dire, mais ça reste aussi la décision personnelle de quelqu'un. Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr que là, il peut casser le party complètement. C'est ça, faut faire attention. On peut le dire, mais ça veut pas dire que ça va être reçu avec... ça reste une avec adulte. élégance et joie. Là. Ouais. Madame Taube poursuit, Madame Taube et Madame Pascal 5 poursuivent en nous disant, en outre, bon nombre de nos discussions servent à faire passer des messages codés. Maude, par exemple, 42 ans, reçoit un coup de téléphone de sa mère qui est furieuse parce que son fils adolescent, en week-end, dans sa maison de campagne, a vidé le frigo sans le réapprovisionner. Pourquoi la grand-mère ne s'est-elle pas adressée au principal intéressé, soit le petit-fils? Tout simplement parce que ce réfrigérateur vide compte en fait très peu. Elle cherche une fois de plus à dire à sa fille qu'elle élève mal son fils, qu'elle est une mauvaise mère. L'exprimer directement serait trop dur. Aussi se protège-t-elle derrière des accusations apparemment fondées. Est-ce que ça se dit directement, on dit quand c'est pas très grave que quelqu'un est une mauvaise mère? Ça fait mal. C'est assez insultant. Oui, à moins que ça soit vraiment quelque chose de très grave, puis de la négligence, puis on s'occupe pas de son enfant. Il faut prendre des gants blancs, en fait, pour ça. Je poursuis. La parole ne peut devenir un instrument d'échange et d'épanouissement sans la présence d'un autre sachant écouter. Or, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette chance et, à l'âge adulte, nous n'osons pas exprimer nos désirs et nos sentiments ou faire valoir notre point de vue. Les inhibitions apparaissent lorsque les parents ne respectent pas les tentatives d'expression de l'enfant. Je vais poursuivre un peu plus tard. Oui, à l'Espresso allongé. Donc, pourquoi c'est si difficile de se parler? À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle des alternatives de garde en établissement. À l'Espresso allongé, on poursuit sur notre question « Pourquoi c'est si difficile de se parler ?» Vous entendrez aussi en chanson Chanteur pour dames de Lafayette et Windigo d'Alexandre Desilets. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. J'y vais maintenant avec notre chroniqueur Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. d'Action Autonomie, bien sûr. Bien sûr. Jean-François Plouffe, toujours bienvenue à notre studio. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet encore intéressant à suivre et un sujet qui est important. On doit se poser des questions. Donc, c'est les alternatives à la garde en établissement. Je pense que chez Action Autonomie, vous avez mené une certaine enquête à ce sujet-là. C'est ça. On a souvent été critique de ce qui se fait au Québec et à Montréal par rapport à la garde en établissement, c'est-à-dire l'hospitalisation forcée de personnes dont on pense qu'elles présentent un danger pour elles-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Alors, on s'est demandé comment ça se passait dans d'autres pays qui étaient considérés comme avant-gardistes par rapport aux droits des personnes en santé mentale. Alors, on a examiné le cas de 5 pays, la Suède, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et le Chili. D'abord, on peut peut-être se rappeler
comment on fonctionne au Québec. Alors, au Québec, on a une garde maximale de 30 jours qui est autorisée par le tribunal, par la Cour du Québec, et qui est renouvelable. Et il y a un critère très précis, c'est la dangerosité. Il faut que l'état mental de la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Évidemment, nous, on est critique par rapport à l'application de la loi, comment la loi est appliquée, comment, dans le quotidien des choses, on procède. Les médecins ont beaucoup plus de crédibilité que les personnes devant la cour, et les critères de dangerosité aussi ne sont pas toujours constants. Et il y a aussi, évidemment, un problème de conditions d'hospitalisation qui, dans plusieurs cas, ressemblent plus à des conditions de prisonniers qu'à des conditions de patients hospitaliers. Et donc, les critères de dangerosité pourraient varier selon la personne qui les analyse, quoi. C'est ça. Au Québec, il y a des juges, il y a des médecins qui sont plus ou moins ouverts par rapport à la notion de dangerosité. Il y en a qui ont une vision très large, d'autres qui ont une vision beaucoup plus étroite. Donc, ça pose certains problèmes. Ouais. Donc, on a examiné le cas de 2 pays qui sont pas rapprochés géographiquement, mais qui sont assez similaires dans leur approche, c'est la Suède et la Nouvelle-Zélande. Dans les 2 cas, on a des approches qui clairement se disent non coercitives, et on veut mettre en place des traitements dans la communauté. Ce que ça veut dire dans la réalité, c'est que ça se rapproche beaucoup de ce qu'au Québec on appelle l'autorisation judiciaire de soins. Ouais. C'est-à-dire que on garde la personne dans la communauté, mais on la force à prendre des médicaments. Ça ressemble un peu à ça. C'est d'une durée entre 4 semaines et 3 mois, en général, dans les 2 pays. En Suède, il faut avoir subi déjà au moins un internement volontaire. Ce qui veut dire que la première étape, quand le premier épisode apparaît, la personne va être internée de façon traditionnelle. Ouais. Et c'est ensuite seulement qu'on va prendre des mesures alternatives. En Nouvelle-Zélande, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut entreprendre cette démarche-là sans avoir eu un premier internement. Et ce sont pour avoir justement ces infos-là, est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Vous avez dû quand même fouiller pour... C'est quand même assez compliqué. On a fait une revue de littérature. Évidemment, on n'avait pas les moyens de se rendre sur place et de regarder dans la vraie vie comment c'était organisé. Et c'est une des limites de notre étude parce qu'on sait qu'au-delà des lois, il y a l'application des lois. Ouais. Et on présume que dans ces cas-là aussi, des fois, les lois peuvent être intéressantes en théorie, mais beaucoup plus problématiques dans leur application. Comme on a souvent dit ici, tu sais, les plans justement du gouvernement, des fois, il y a des très bonnes idées, mais dans l'application, c'est peut-être pas toujours appliqué. Exactement. Mais en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a déjà des choses qui sont prévues dans la loi qui entravent les libertés fondamentales. Par exemple, les soignants en Nouvelle-Zélande peuvent entrer sans autorisation dans la maison d'une personne pour lui administrer ses traitements, même si elle ne consent pas à ce qu'il pénètre dans son domicile, ce qui, chez nous, est complètement impensable. Oui, absolument. Donc, c'est pas parfait, ni en Suède, ni en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de pouvoir aux médecins, il y a beaucoup de contrôle social, il y a dès qu'on respecte pas l'entente, la personne va être internée à nouveau, etc. Donc, il y a un certain paternalisme là aussi, puis il y a un contrôle social, donc très, 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 très présent. Alors qu'en Italie, ce qu'on a voulu faire, c'est abolir les hôpitaux psychiatriques, abolir ce que là-bas, ils appellent encore les asiles. Ouais. Le dernier asile psychiatrique a fermé ses portes en 1999 en Italie, et ils ont été remplacés par des centres de santé mentale communautaires, des ressources résidentielles et des hôpitaux généralistes. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Ici au Québec non plus, il n'y a pas vraiment d'asile, il y a des hôpitaux spécialisés en psychiatrie, ce qui n'existe pas là-bas. Les unités psychiatriques sont uniquement dans les hôpitaux généralistes. Donc, on peut ne pas penser justement qu'ils ont quand même des gens en milieu hospitalier, là, même si c'est pas comme tel justement les asiles d'autrefois. Là. C'est ça. Dans tous les pays, on prévoit la possibilité d'interner une personne de force, mais on prévoit toujours que c'est une mesure d'exception. Et si on fait le parallèle avec le Québec, au Québec aussi, la loi P38, c'est une loi dite d'exception. On a parlé, oui. Voilà. Et on sait qu'elle est appliquée 3000 fois par année. Donc, il y a toujours ce problème de l'exception qui devient routinière. On ne sait pas dans quelle mesure c'est le cas en Italie, mais on peut penser que c'est appliqué de façon de plus en plus courante. Oui. Ces mesures d'exception-là. Parce que je me souviens de l'Italie, on avait fait une entrevue
vu, puis on trouvait que la mentalité semblait très évoluée en termes de... Mais il y a probablement des lacunes aussi. Là. Ben, dans la réalité, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et l'autre aspect, c'est que c'est appliqué de façon très, très, très décentralisée. C'est les maires des villes qui décident si une personne va devoir subir un traitement forcé ou pas. Donc, ça fait que, évidemment, c'est plus proche de la personne. Donc, il y a une approche plus locale, ce qui est intéressant. Ouais. Mais d'un autre côté, il peut y avoir des variations très, très grandes dans l'application d'un territoire à l'autre. Ouais. Donc, c'est une des limites là, du modèle italien. Au Brésil, on a mis en place, et au Chili aussi, on a mis en place des centres de soins psychosociaux, c'est-à-dire encore là des unités très, très décentralisées qui veulent apporter des services de proximité aux gens, avoir une approche un peu préventive. Par contre, un des problèmes qu'on a identifié au Brésil, c'est que les critères d'application de ces mesures-là datent de 1934. Donc, c'est certain que... Il y a des notions un peu périmées là-dedans, notamment on peut appliquer des traitements à des personnes quand elles ont des comportements immoraux. Qu'est-ce qu'un comportement immoral en 1934 versus en 2017? C'est pas toujours évident. Ouais. Mais donc, il y a certainement ce genre de limite-là. Et par ailleurs, il n'y a pas d'intervention des tribunaux, ce qui fait que c'est les médecins là, qui décident de la durée des séjours et donc qui ne sont pas contrôlés nécessairement dans leur application de la loi. Au Chili, ben, le Chili, c'est un cas particulier parce que c'est une ancienne dictature militaire, la dictature de Pinochet. Ouais. Donc, depuis que la dictature a été renversée, le système de santé... Il y a eu évidemment beaucoup de cas de choc post-traumatique et il y a encore aujourd'hui des séquelles très, très importantes sur la santé mentale de la population. Donc, on a voulu encore là avoir une approche respectueuse des droits humains. Il y a des hôpitaux de jour. Les gens peuvent aller à l'hôpital le jour, rentrer chez eux le soir, etc. Donc, encore là, il y a une approche qui est intéressante là. Le problème de l'Amérique latine en général, c'est que ces ressources-là sont accessibles davantage aux personnes plus fortunées et beaucoup moins aux personnes plus pauvres. Donc, ça fait que les pauvres sont probablement plus facilement internés que les personnes plus aisées. Et il n'y a pas, par ailleurs, suffisamment de ressources financières pour mettre en œuvre ces réformes-là. Elles sont, dans plusieurs cas, restées sur le papier et on n'a pas ce qu'il faut pour réussir à les mettre en œuvre. Oui. Chez Action Autonomie, pour avoir fait cette étude-là, vous attendiez-vous à trouver des modèles, justement, révolutionnaires, pas révolutionnaires, mais qui seraient rafraîchissants, justement, pour nous donner des bonnes idées? Est-ce que vous vous attendiez à des choses un peu en ayant cette chacun des modèles qu'on examine a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Nous, on trouve, par exemple, au Québec, surtout avec les réformes récentes, que le système est très, très, très centralisé et que c'est difficile d'avoir une marge de manœuvre dans les différents points de service et dans les différentes localités. Ce qui est le cas en Italie, mais ça peut apporter d'autres difficultés. C'est certain que, oui, les gens ne sont pas gardés physiquement dans des lieux clos dans plusieurs pays, comme en Suède, mais ils sont néanmoins forcés de suivre des thérapies, de prendre des médications, et donc ça règle pas tous les problèmes. On n'a pas trouvé un modèle qui était parfait, qui était significativement meilleur peut-être que ce qui se pratique au Québec. Et encore une fois, le gros problème, c'est celui de l'application. Une loi peut être bonne sur le papier. Au Québec, la loi, si des étrangers venaient étudier les lois québécoises, probablement qu'ils diraient que c'est un système qui est quand même assez bien fait. Les tribunaux ont un contrôle, viennent encadrer l'action des médecins. Ouais. Le problème au Québec, c'est que les tribunaux accordent une confiance aveugle aux opinions médicales et donnent très, très peu de crédibilité aux personnes. Mais ça, c'est pas écrit dans la loi. C'est ça. Alors, sur papier, comme tu dis, c'est très bien. Donc, il n'y a pas, si je comprends bien, il n'y a pas un modèle parfait, mais est-ce que le Québec pourrait s'améliorer en s'inspirant des bons côtés des autres? Peut-être que vous avez vu, il y a peut-être ça.
Oui, ben c'est ça. Si déjà, nous, on trouve que le système est très centralisé, tous les pouvoirs sont centralisés dans les mains du ministre, et ça, c'est un problème majeur. Et il n'y a pas non plus cette idée au Québec qu'on peut soigner les gens dans la communauté. On a une approche un peu plus coercitive au Québec. On va les priver de leur liberté parce qu'ils sont dangereux, ou on va les médicamenter de force s'ils ne sont pas en mesure de consentir. Mais il n'y a pas l'idée de garder les gens dans la communauté. Il l'a eu par la désinstitutionnalisation, mais on a vu qu'il n'y avait pas encore là les moyens financiers et techniques nécessaires pour encadrer correctement beaucoup de personnes, ce qui fait que maintenant, on a une approche plus coercitive dans les lois et moins... C'est pas nommé au Québec l'idée de faire guérir, se rétablir les gens à l'intérieur de la communauté. Ou ça passe par des projets pilotes où on dit, par exemple, le médecin va aller dans des petits milieux, va aller dans un endroit où il y a une résidence, puis les gens sont capables de demeurer à l'extérieur de milieu hospitalier. Il y a des projets nouveaux en itinérance, par exemple. Mais on sait, nous, qu'il y a beaucoup de procédures d'autorisation de soins qui fait en sorte que les gens sont finalement forcés de suivre des thérapies. Puis il y a des itinérants qui se tiennent loin de certaines ressources pour itinérants à cause de ça. Allez-vous, avec cette recherche-là, justement, quand même publier des idées ou ça a été fait plus à l'interne? Est-ce que vous croyez? Non, elle est déjà publiée, cette recherche-là. Elle est accessible sur notre site Internet et elle vaut la peine certainement d'être consultée. On pourrait justement mentionner, si tu veux, Jean-François, l'adresse web. Oui, notre adresse, c'est le www.actionautonomie.qc.ca. Et on cherche donc les alternatives à la garde en établissement, cette recherche-là. Le numéro de téléphone en terminant? Oui, vous pouvez nous joindre au 514-525-5060. Merci beaucoup encore une fois, Jean-François Plouffe, et à une prochaine. Merci à vous. Salut. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au micro avec le bloc Espresso allongé où on continue sur le sujet pourquoi c'est si difficile de se parler, Pierre. Oui, même entre membres de la même famille ou à l'intérieur du couple. Se dire les vraies choses, finalement. Oui, mais on faudrait peut-être pas suivre l'exemple aussi de Donald Trump qui lui dit tout ce qui lui passe par la tête. Là. Mais là, il faut juste voir si... C'est pas toujours bon. Il faut juste voir si lui, dans la vie, est-ce qu'il est capable de dire les vraies choses dans son couple, par exemple. C'est une autre histoire. Je ne veux pas savoir. C'est un article qui s'appelle « Pourquoi c'est si difficile de se parler », écrit par Mme Isabelle Taube en collaboration avec Mme Pascale Senk, S-E-N-K, qui est elle aussi journaliste. Pour l'enfant, je poursuis la lecture. Pour l'enfant, l'intolérance d'un parent persuadé d'avoir raison en toutes circonstances peut être très handicapante. Elle imprimera dans l'inconscient de l'enfant la croyance que contredire son interlocuteur est interdit. Souvent, pour suivre psychiquement face à un couple parental qui ne lui permet pas de s'exprimer, l'enfant peut aussi réagir en se forgeant une image surdimensionnée de lui-même. Cette construction fantasmatique, l'incitera à jouer les sphinx mutiques, auréolés de mystère, afin de cacher ses failles. À moins qu'il ne devienne à son tour un tyran domestique avec qui aucune discussion n'est possible. Toi, t'es pas comme ça, Ghislain. T'as jamais été comme ça. T'es pas un tyran. Non, domestique, pas du tout. Tyran, j'en ai pas la moindre idée. S'il convient pour parler de savoir d'où l'on parle, c'est-à-dire qui l'on est, il est aussi important de savoir à qui on s'adresse. Or, quand l'autre n'est pas à sa place, cela devient impossible. C'est le cas, par exemple, avec une mère copine qui nie les différences entre les générations et confie à sa fille adolescente les détails de sa vie intime. Cette relation trop fusionnelle empêche un authentique dialogue entre la mère et la fille. C'est jamais trop recommandé. Apparemment, c'est partout ce qu'on entend, c'est jamais trop... Il faut toujours garder quand même le côté parent, enfant, même si on est proche. Hein, c'est ça. Oui, puis c'est pas... quand un enfant n'a pas la compréhension d'apprécier et évaluer les problèmes romantiques d'un adulte. Ça dépend de l'âge, là. Oui. Mais on nous dit dans l'article que quand la mère et la fille sont trop intimes,
comment cette dernière, soit la fille devenue adulte, oserait-elle alors s'exprimer? Comment pourrait-elle dire son refus de voir sa mère faire intrusion dans sa vie de couple ou l'éducation de son enfant? Si l'inconscient nous masque nos propres émotions, il nous incite aussi à nous tromper sur nos interlocuteurs. Essentiellement, en déplaçant sur nos partenaires amoureux les sentiments éprouvés pour nos premiers objets d'amour, soit papa et maman. Lorsque notre compagnon de vie est fantasmatiquement perçu, non comme un alter ego, mais comme le substitut d'une figure parentale toute puissante, il est impossible de s'adresser à lui en adulte indépendant. Sans comprendre pourquoi, nous resterons sans mots, tel un enfant apeuré. Quand tout aussi inconsciemment nous plaquons sur notre partenaire l'image de la bonne mère que nous n'avons pas eue, mais dont nous rêvons encore, nous lui reprochons tous les motifs d'insatisfaction qui font éruption dans nos vies, sans qu'il ou elle soit en mesure de saisir la cause de notre hostilité, puisque il ou elle ignore qu'à travers lui, nous cherchons une mère comblante. Mais l'erreur sur la personne tient aussi souvent à un débordement pulsionnel incontrôlable. Au bureau, je reçois les critiques de mon supérieur, par exemple, à qui je n'ose pas répondre. Frustré, furieux, je rumine ma rancœur toute la journée. Les pulsions hostiles m'envahissent et sans le savoir, j'explose. Mon conjoint ou ma conjointe, sans comprendre pourquoi, se transforme en symbole de toutes mes contrariétés réunies et reçoit le flot de paroles acerbes que j'aurais aimé envoyer à mon chef. Oui. Il y a aussi la présomption, mettre ses propres valeurs sur ce que quelqu'un d'autre dit parce que puis la personne est complètement le contraire que tu t'imagines ce qu'elle est. Là, on ne connaît pas toujours... Non, on veut mettre ses valeurs ou son idéologie sur l'autre, mais c'est pas... Alors que la personne... L'autre n'est pas toi. Là, non, c'est ça, puis on le découvre après des fois. Oui. Ça, c'est... Alors, tous ces quiproquos tragicomiques nous rappellent que si le langage fait le lien, il est aussi une force qui sépare. L'accord total, sans fausse note ni malentendu, n'est d'ailleurs qu'un idéal, car les échanges verbaux sont à l'image des relations humaines forcément imparfaites et rarement limpides. Pour le psychanalyste Jacques Lacan, le plus insurmontable quand nous essayons de parler ensemble est l'ambiguïté fondamentale du langage. Selon lui, il existe un gouffre entre le sens commun des mots, soit la définition du dictionnaire, et la signification qu'ils revêtent pour nous au moment où nous les énonçons. Ainsi, je reproche à mon compagnon ou à ma compagne sa lenteur à s'engager. Oui, me dit-il, ce oui peut indiquer qu'il m'approuve, mais aussi, j'ai entendu ta phrase, j'enregistre tes paroles, mais je ne suis pas de ton avis. Il s'ensuivra alors l'un de ces dialogues de sourds qui font l'ordinaire des conversations humaines. Ou c'est une façon polie de dire que je m'en sac aussi. comme beaucoup de couples, finalement. C'est assez fréquent. Mais écoutez ce qu'on nous propose. Lorsque le dialogue se révèle vraiment impossible à cause d'un trop-plein d'émotions ou parce que la personne à qui l'on veut s'adresser se dérobe, on peut écrire une lettre. De nombreux thérapeutes ont même fait un véritable outil thérapeutique, comme la psychothérapeute américaine Suzanne Forward. Elle nous dit une confrontation effectuée par lettre donne exactement les mêmes résultats que si elle avait été faite en personne. Qu'elle soit orale ou écrite, elle commencera par ces mots. Je vais vous dire des choses que je n'ai jamais dites auparavant et comprendra 4 points principaux. Premièrement, voilà ce que tu m'as fait. Deuxièmement, voilà ce que j'ai éprouvé. Troisièmement, voilà quel effet cela a produit sur ma vie. Et quatrièmement, voilà ce que j'attends à présent. Selon les psychothérapeutes, ces points constituent une base solide, bien centrée sur l'essentiel pour toutes les confrontations. Excellent, merci. C'est un excellent sujet. Pourquoi c'est si difficile de se parler? Entraînons-nous à se parler. Ça va être vraiment bien. Merci, Ghislain. Merci. Merci, Pierre. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Pour terminer ce rendez-vous de Folie douce, en conclusion, on va y aller avec la nomenclature des chansons. Gisèle Malo Oui. en ma présence pour faire ça. On écoutait en début d'émission Love Game. De Peter. On a pu entendre Excision. De Phéno. Oui, notre invité qui était là, justement, une chanson Oui. assez bouleversante. En deuxième demi, on a écouté Chanteur pour Dames. De Lafayette. Et à l'instant, Windigo. De Alexandre Desilets. Merci beaucoup, Ghislain, pour votre Merci. choix musical à toi et à Pierre. Merci, Pierre, à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu posais la question pourquoi c'est si difficile de se parler. On a pu évoluer, mais je pense qu'il y a peut-être encore du chemin à faire pour tout le monde là-dessus. Je pense que oui. Je remercie notre invité en début d'émission. Fénoz, donc une auteure-compositeur qui nous parlait de l'Allemagne. Alors, merci beaucoup à Fénoz de sa générosité. On a parlé de sujets qui sont moins drôles, mais il faut en parler. Donc, la santé mentale en Afrique, l'excision, plein de problématiques. Alors, merci beaucoup, Fénoz, d'avoir été des nôtres. Je remercie notre collaborateur Jean-François Plouffe qui nous a parlé des alternatives de garde en établissement. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir. Bop,